Bonsoir, c'est Bodar, et aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur la série The Bad Batch, et plus particulièrement la saison 3 qui est sortie de février à mai 2024, donc le dernier épisode est sorti le mois dernier. Bon voilà, je vous avoue que je rattrape la série un peu au dernier moment, sachant que je n'avais tout simplement plus d'abonnement à Disney+. Alors pourquoi ça? Première raison, tout simplement pour faire des économies, parce que sachant que je me suis abonné à Disney+, à la base pour du Star Wars, et que il n'y a pas forcément du Star Wars tous les mois, c'est pas forcément la peine pour moi de rester abonné toute l'année. Hein. Mais aussi, deuxième raison plus personnelle de pourquoi je boycotte Disney+. Tout simplement parce que ces petits malins nous ont rajouté des publicités et ont augmenté le prix pour nous obliger à payer plus cher si on veut pas de pub, ce qui est déjà pas ouf. Mais en plus, ils ont mis fin au partage de comptes, ce qui veut dire que moi par exemple j'avais un compte pour toute ma famille que je partageais avec mon frère, avec ma mère, etc. C'est-à-dire que maintenant ils pourront plus en profiter. Je vous avoue que si tout le monde dans ma famille pouvait en profiter, là je verrais l'intérêt de continuer de payer un abonnement, peut-être limite un peu plus cher avec les pubs, bon, à la limite, je sais pas. Mais sachant qu'à la base j'ai été abonné que pour du Star Wars et qu'en plus la qualité des séries récentes laisse pas mal à désirer, faut le dire. Pour moi personnellement ça vaut tout simplement plus le coup de payer un abonnement à Disney+. Quoi. Alors voilà pourquoi je ne suis plus abonné à Disney+, tout simplement pour montrer à Disney qu'il serait temps qu'ils s'arrêtent de se foutre de ma gueule, quoi, tout simplement. Qui sait, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'ils verront que les gens on a marre de se faire enculer et qui vont revenir sur cette politique, quoi. Sur cette politique anti-fan, anti-spectateur. C'est bien à peine qu'ils aient arrêté de faire des Star Wars Story au cinéma. C'est pour nous pondre des séries de merde comme Obi-Wan Kenobi, quoi. Ça me fait mal de dire, hein, parce que moi, c'est une série que j'attendais beaucoup. C'est une série qui a aussi des grandes qualités, que j'ai bien aimé personnellement, mais je suis désolé, la qualité n'est pas là. Pour moi, ça justifie pas de repayer chaque mois, ce qui coûte plus d'argent que pour aller voir des films au cinéma, quand même. Dire moi Disney+, j'y vais que pour du Star Wars, alors vous imaginez, il sortirait un Star Wars par mois au cinéma, ça me coûterait moins cher qu'un abonnement Disney+. Ça fait réfléchir. Dire pourquoi on paierait toute l'année pour des séries qu'on voit qu'une fois ou deux fois tout casser dans l'année, quoi. Personnellement, je vois pas trop intérêt. Autant les acheter directement. Il y en a pas tant que ça qui sont vraiment intéressantes. Donc voilà, c'était des petits moments coup de gueule contre Disney+. Bon. Encore une fois, je suis pas votre père, hein, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, vous connaissez ma position là-dessus. Sur ce, on revient sur le sujet de la vidéo qui est la série The Bad Batch. Donc voilà, j'ai pris quelques notes durant mon visionnage, donc qui vont me permettre d'un peu de débriefer un peu par épisode, histoire d'avoir au moins une vision globale. Puis je vais vous dire un peu qu'est-ce que j'ai aimé ou moins aimé dans cette saison, qui est donc la saison 3, qui est la dernière saison de la série. Ce qui veut dire qu'après ça, on ne reverra plus ces personnages. En tout cas, il y a peu de chances qu'on les revoie, en tout cas la plupart. Mais je pense que 3 saisons, c'était bien pour conclure l'histoire de cette escouade de clones assez spéciale. Et voilà, sachant que leur histoire reste un peu se passe en marge de la galaxie, ils sont pas en lien avec beaucoup de personnages importants. Je pense que 3 saisons, c'était largement assez pour voilà, raconter leur histoire, tout simplement. Donc voilà, on démarre le premier épisode dans la base Tantis, qui se trouve sur la planète Wayland, qui est tout simplement une base impériale qui sert aux recherches sur le clonage. Donc là où a été transféré Nala Se après on va dire le démantèlement des installations de clonage sur Kamino, et où a été emprisonné Omega et Crosshair. Donc dans cet épisode, on voit que Nala Se mène des expériences sur le sang de Omega, mais sabote les expériences pour pas qu'elles aboutissent et que l'Empire en profite. À quoi servent ces expériences? Apparemment, elles servent à détecter un certain taux M dans le sang d'Omega. Alors bon, taux M, à ce moment-là, on se doute que ça doit être les midi-chloriens.
au moins un truc qui s'en rapproche. Et voilà, ces expériences sont menées toujours sous la direction du docteur Hemlock, le fameux docteur Hemlock, donc qu'on a eu dans la saison précédente. Et voilà, ce premier épisode couvre une période assez longue de temps, sachant qu'Omega reste emprisonné, je dirais, entre 8 à 10 mois, si on en croit les inscriptions sur les murs de sa cellule. Mais voilà, Omega ne perd pas espoir, elle pense qu'un jour elle pourra s'évader, ou que ses amis viendront la chercher. Donc Crosshair de son côté est beaucoup plus pessimiste, beaucoup plus défaitiste. Il dit à Omega, si tu veux t'évader, vas-y, mais ne t'embête pas pour moi, laisse tomber. Dans l'épisode 2, on retrouve l'autre partie de l'équipe, c'est-à-dire Hunter et Wrecker. Donc une équipe réduite après le départ d'Echo, qui est parti se reposer quelques temps, et la mort de Tech dans la saison précédente. Alors oui, je vous préviens que dans cette vidéo, ça va spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu la série The Bad Batch, si vous n'avez pas vu la saison 3, allez la voir. Sauf si vous n'avez pas envie de la voir ou si vous en foutez d'être spoilé, c'est vous qui voyez. Donc voilà, on retrouve Hunter et Wrecker qui font une mission pour une certaine Lady Durand, qui a l'air d'être une dame haut placée des Varoniennes, il me semble, hein, et je crois que c'est une des Varoniennes si je dis pas de conneries. Donc ça doit être sur la planète des Varons, mais je suis pas sûr. Et donc ils se rendent sur une planète un peu abandonnée. Et alors j'ai noté à ce moment-là, la musique et les décors font pas mal penser à Alien, donc j'imagine que c'est une référence subtile à Alien, que c'est toujours sympa. Hein. D'ailleurs on verra des monstres façon un peu façon Dead Space, un peu assez flippant, donc ce qui est assez inhabituel pour une série pour enfants. Et ils se font également attaquer par un sarlac. Donc, voilà, suite à cette mission, Hunter et Wrecker sont enfin prêts à aller chercher Omega, aller la délivrer de Abastantis. Wrecker toutefois émet quelques doutes, sachant que la dernière fois qu'ils ont attaqué une base impériale, ils ont perdu un membre qui est Tech. Donc voilà, Wrecker n'a pas envie de perdre d'autres amis, d'autres membres de son équipe, ce qui est assez compréhensible et touchant de sa part. Mais Hunter refuse de laisser Omega toute seule, de ne rien faire pour la délivrer. Il dit même qu'il ne se reposera pas tant que Omega ne sera pas libéré. J'ai envie de dire, c'est un peu à ça que servent les amis. Hein. Dans l'épisode 3, l'empereur Palpatine en personne vient visiter l'Abastantis, et on apprend que le projet sur lequel travaille le docteur Hemlock s'appelle le projet Nécromancie. On l'avait peut-être déjà entendu avant, mais en tout cas là c'est clairement dit, c'est bien mis en évidence. Et pendant ce temps, Omega et Crosshair arrivent finalement à s'évader de la base. Omega qui d'ailleurs a une nouvelle coupe de cheveux, donc qui montre tout simplement le temps passé, mais aussi qui commence un peu à gagner en maturité. Donc la coupe qu'elle avait avant, c'est pas que je l'aimais pas, mais c'était un peu toujours la même. Dans l'épisode 4, suite à leur évasion, Omega et Crosshair se crachent sur une nouvelle planète. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont avoir besoin d'une nouvelle navette pour s'enfuir et rejoindre leurs amis. Alors à ce niveau-là, Crosshair est beaucoup plus pessimiste qu'Omega, sachant que d'après lui, ils sont probablement déjà morts depuis tout ce temps qui est passé. Mais bon, heureusement qu'Omega est là, parce que comme vous le savez, les autres ne sont pas morts évidemment, parce que on est dans une série Disney, hein, faut pas déconner. Donc voilà, Omega tente d'acheter un ticket pour quitter la planète. Mais voilà, mauvaise nouvelle, la guichetière demande une pièce d'identité, ce que évidemment elle n'a pas. Donc Omega tente de soudoyer à la guichetière pour pouvoir passer quand même, mais évidemment elle n'a pas les crédits. Donc pour pouvoir passer à douane illégalement, Omega va jouer à des jeux d'argent pour se faire des crédits. Attendez, vous êtes sûr qu'on est dans une série Disney là? Mais décidément, c'est un épisode sur le thème de la corruption, puisque un officier impérial va venir s'en mêler, et vous croyez qu'il va arrêter Omega? Non. Le mec il vient tranquille, il joue une partie de sa baraque, Omega gagne, l'officier, bon perdant, il donne l'argent, mais à la fin il a le culot de dire mais attendez, c'est légal votre affaire là. Ah bah faut payer amende maintenant. Dans cet épisode on voit bien que l'Empire fait respecter la loi quand ça l'arrange, ce qui fait deux sacrés connards, hein, on va pas se mentir. Malgré ces péripéties, nos héros arrivent à rejoindre leurs amis sur Pabu. Donc voilà, ces grandes retrouvailles de l'équipe et le grand retour de Crosshair dans l'équipe. Crosshair qui, je le rappelle, était resté loyal à l'Empire, alors que les autres s'étaient bien rendu compte que l'Empire c'était les méchants. Hein. Mais non, Crosshair lui était resté jusqu'au bout en mode
je suis les ordres, c'est comme ça, sans trop se poser de questions. Ce qui va faire que Crosshair va devoir un peu reconstruire la confiance perdue après sa trahison, j'ai envie de dire. Malheureusement, quand il discute avec Hunter, on voit qu'il est toujours aussi aigri, toujours aussi têtu, qu'il rejette la faute sur les autres, sur les circonstances. Mais finalement, à la fin de l'épisode, on voit qu'il arrive quand même à se remettre un peu en question, à admettre ses torts. Donc voilà, c'est une bonne chose. Dans l'épisode 6, on retrouve la sénatrice Ryo Chuchi de Pantora, qui s'entretient avec le sénateur Singh. On ne peut pas confondre avec Aura Singh, mais il s'agit là de Avi Singh, donc qui est le sénateur de Raxus. C'est intéressant parce que ces deux sénateurs étaient dans des camps opposés durant la guerre des clones, donc Ryo Chuchi du côté de la République et Avi Singh du côté des séparatistes. Et voilà, on voit que Chuchi essaye d'arriver à un accord, à une alliance contre l'Empire, sachant que malgré leur rivalité historique, il s'avère qu'ils sont tous les deux contre l'Empire. Donc pourquoi pas s'allier dans ce but. Donc, on voit que ces sénateurs sont protégés par 3 anciens soldats clones, dont Rex, le fameux Rex. Et voilà, il se trouve que les sénateurs se font attaquer par un assassin de l'Empire. L'assassin qui est lui aussi un clone, mais reconditionné. Donc Rex et les 2 clones arrivent à le battre et à le capturer pour interroger. Dans cet épisode, on voit que Echo, qui d'ailleurs est revenu dans l'équipe, offre une nouvelle arme à Omega, qui est l'arbalète à énergie. On apprend aussi que l'assassin serait apparemment un prototype de Death Trooper, un truc du genre. Mais surprise, on découvre que l'Empire a localisé les héros, et qu'en plus le soldat clone Wolf travaille encore pour eux. Si vous connaissez pas Wolf, c'est un clone très connu de The Clone Wars. Dans l'épisode suivant, Crosshair arrive à gagner un peu la confiance de Hauser, qui est un autre clone qui est avec eux, et ensemble ils tombent bien d'accord sur le fait que dans l'Empire, la loyauté est à sens unique. Suite à ça, Crosshair faillit noyer dans un fleuve par assassin, mais sans tir de justesse, et je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai failli croire qu'il allait y passer. Mais non, tout va bien, il a survécu. À la fin de l'épisode, confrontation entre Wolf et les clones rebelles. Les clones rebelles tentent de convaincre Wolf que l'Empire ne leur veut pas du bien. Wolf n'est pas sûr de ce qu'il doit faire, donc dans le doute les laisse partir et ordonne à ses hommes de ne pas leur tirer dessus. Épisode 8, nos héros vont chercher à découvrir qu'est-ce que c'est ce fameux Tohem que cherchent les scientifiques de l'Empire dans le sang d'Omega. Pourquoi l'Empire met tant de moyens pour retrouver Omega. Pour obtenir cette info, ils vont devoir faire une mission pour Fennec Shand, la chasseuse de primes, qu'on a déjà vu dans la saison 1 ou 2, je sais plus trop. Et pendant ce temps, Omega apprend à Crosshair une technique de méditation qu'il a appris chez les Wookiees pour tenter de guérir sa main et sa santé mentale. Épisode 9, Fennec Shand ne possède pas directement l'information qu'il cherche, mais connaît une personne qui aura cette information. Cette personne s'avère être, surprise, Asajj Ventress. Alors normalement, si vous suivez un peu la chronologie canon, vous vous dites attendez, elle est vivante Asajj Ventress? Dites donc Disney, vous vous souvenez pas qu'Asajj Ventress a été morte? Et si, vous savez, dans ce roman là, non? Vous vous souvenez pas? Pour l'instant, aucune explication comment Asajj Ventress a survécu. Ça reste pour l'instant un grand mystère. D'un côté, ça fait plaisir de revoir Ventress, mais d'un autre côté, pour la cohérence, on passera. Et donc, Ventress révèle à nos héros que le Tohem correspond bien au midi-chlorien. On l'avait à peine vu venir. Malheureusement, nos héros se méfient de Ventress. Ils savent qu'elle était une assassin séparatiste pendant la guerre des clones. Ce qui déclenche un duel entre Bad Batch et Ventress, qui est, je dois dire, le premier combat impressionnant de la saison. Épisode 10, révélation, on découvre que sang d'Omega permet le clonage d'individus sensibles à la force, qui est confirmé par le Dr Hemlock. Et on découvre que Cad Bane, le fameux chasseur de primes, s'est mis à chasser des enfants sensibles à la force pour l'Empire. Pendant ce temps, Nalassa a été relevé de ses fonctions et emprisonné, parce que le docteur Hemlock commençait à se douter de quelque chose au sujet du sabotage des expériences sur le sang d'Omega. Et c'est donc la docteure Emery Carr qui est promue directrice scientifique pour la remplacer. Et voilà la docteure Carr, Emery Carr, qui découvre que des enfants sont détenus pour les expériences de l'Empire, prend conscience que toute cette opération n'est pas très saine, ni très éthique. Épisode suivant, l'Empire débarque sur Pabu, donc nos héros ne sont plus en sécurité. L'Empire menace de s'attaquer aux civils de l'île s'ils ne leur livrent pas Omega.
Donc finalement Omega décide de se rendre pour épargner les habitants de l'île, ce qui est assez admirable de sa part, mais ce qui fait qu'elle se retrouve une fois de plus prisonnière de l'Empire qui l'emmène à nouveau sur Weyland dans la base Tantis. Épisode 12, afin d'obtenir l'emplacement de la base Tantis, nos héros vont libérer l'ex-vice-amiral Rampart, qui est détenu dans un camp de travail impérial sur Erebus. En ce temps, dans l'épisode 13, le Dr. Carr laisse plus de liberté aux enfants, ce qui laisse l'occasion à Omega d'organiser un plan d'évasion. Les clones du Bad Batch de leur côté apprennent que la localisation de Tantis se trouve sur une base orbitale de Coruscant. Toujours avec Rampart, ils vont donc infiltrer cette base, en se faisant passer pour des soldats impériaux, et vont se rendre compte que les coordonnées ne sont pas récupérables. Ils vont donc directement infiltrer un vaisseau qui part pour Weyland, pour la base Tantis. Épisode 14, le Bad Batch débarque sur Weyland, et Echo croise le chemin du Dr. Carr, ce qui leur permet de faire alliance. Et enfin l'épisode 15, l'épisode final, Omega réussit à s'évader avec les enfants forceux pour faire diversion et libérer une créature qui s'avère être la bête de Zillo. Donc c'est une créature très puissante qui est apparue dans la série The Clone Wars, qui a la particularité d'être absolument énorme et de résister à tous les tirs de blaster, à toutes les armes. On se demandait ce que cette créature était devenue après The Clone Wars, et bien là on a la réponse. Elle est finalement libérée dans la nature, non sans faire pas mal de dégâts à base Tantis. Et Dr. Hemlock n'a pas dit son dernier mot et libère 4 clones spéciaux, donc des clones modifiés qui doivent être un prototype de Death Trooper ou la prochaine génération de clones spéciaux et qui, avec l'avantage du nombre, arrivent à battre Hunter, Wrecker et Crosshair. Comble de cruauté, il coupe la main droite de Crosshair qui du coup ne pourra plus tirer comme sniper. Les 3 clones sont capturés par le Dr. Hemlock qui tente de les reconditionner, de leur laver le cerveau en gros. De leur côté, Omega et Echo libèrent les prisonniers de la base Tantis, qui étaient pour la plupart des clones, mais ils libèrent également Nalacé, qui finit par se sacrifier pour détruire le fruit de ses recherches, afin qu'elle ne tombe pas entre les mains de l'Empire. Dans un élan de désespoir, le Dr. Hemlock tente de kidnapper Omega, mais il se fait finalement tuer par Crosshair. Le Moff Tarkin, qui n'est pas du tout satisfait de la tournure des événements, arrive au dernier moment. C'est d'ailleurs la première apparition historique d'un Star Destroyer. Historique, j'entends parler la première fois dans la chronologie officielle, puisqu'avant ça, comme on l'a vu, l'Empire utilisait encore les Vénators de la République. Et enfin, épilogue sur Pabu. Plusieurs années plus tard, Omega est devenu adulte et décide de rejoindre la rébellion en tant que pilote. Donc on voit Omega qui part à l'aventure. En conclusion, quels ont été selon moi les points positifs de cette saison. En premier, j'ai noté les personnages bien développés. Il faut le dire, les personnages évoluent, ils ne sont pas statiques. On sent qu'ils ont fait du chemin, donc c'est pas mal. Une vraie évolution psychologique de certains personnages, ce qui fait assez plaisir. Ensuite, j'ai noté une esthétique et des visuels bien travaillés, surtout les décors. À ce niveau-là, rien à dire. Ça surpasse tout ce qui a été fait en animation Star Wars jusque-là. Les musiques aussi étaient pas mal. Enfin, le peu de musique qu'il y avait, oui. Mais ça va, les musiques étaient très correctes. Et dernier point positif, j'ai noté Asajj Ventress, qui remonte selon moi le niveau de la série. Que bon, il faut dire que c'était une série, globalement une série Disney, beaucoup plus adressée aux enfants que The Clone Wars par exemple. Donc, ça fait plaisir de voir un personnage plus complexe moralement et moins prévisible, quoi, tout simplement. Et les points négatifs, bon, c'est là que ça a piqué un peu. Parce que malheureusement, tout n'est pas parfait dans cette série et dans cette saison. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que j'ai noté des épisodes très lents. Surtout au début de la saison. Franchement, ça n'en finissait pas. Les épisodes étaient... ça s'étirait en longueur. Franchement, il fallait de la patience. J'ai même sorti ma Switch au bout d'un moment pour jouer à Lego Star Wars tellement la série me faisait chier. Pour vous dire, c'est à ce niveau-là. Malheureusement, début de saison très lent. Et bon, après, dans les épisodes suivants, c'est un peu accéléré, donc ça va mieux. Mais voilà, trop d'épisodes trop lents, trop ennuyeux. Sans que pour étaler la saison sur 15 épisodes, 15 épisodes c'est trop en fait. Il devrait en faire 10, même pas. Ensuite j'ai noté scène d'action générique, mal mise en scène, personnage trop statique. Alors ça c'est peut-être juste mon impression personnelle, mais j'ai l'impression que dans les séries animées de Dave Filoni, c'est un peu toujours les mêmes scènes d'action qui reviennent, toujours les mêmes
Vous avez les mêmes mouvements des personnages, on a l'impression que tout se ressemble, il n'y a pas vraiment de poids, il n'y a pas de tension. Je sais pas comment expliquer ça, mais les scènes d'action personnellement, m'ont pas accroché, pas du tout. Pourtant, il y en a pas mal, mais je sais pas, il manque un truc. Alors, la seule scène d'action qui m'a vraiment marqué, c'était le duel avec Sage Ventress, mais à part ça, bof quoi. Bof, on sait que les personnages vont s'en sortir à chaque fois, que c'est toujours les mêmes explosions, les mêmes tirs de blaster, les mêmes combats. Bref, je sais pas, il manque quelque chose dans les scènes d'action pour les rendre vraiment intéressantes, quoi. Vraiment. D'ailleurs, j'ai noté toujours les mêmes créatures sauvages random et sans intérêt. J'ai l'impression, ouais, dans chaque série de Dave Filoni, c'est toujours les mêmes créatures sauvages que nos héros vont rencontrer, vont se battre contre des créatures sauvages. Au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Tu sais, ils vont s'en sortir à la fin. C'est toujours les mêmes monstres qui ressemblent à rien. Ça ressemble à des gros chiens, des gros nanos, c'est des gros loups, des gros ours, j'en sais rien. Il y a ces gros lézards. Mais ouais, surtout, ce qui m'énerve avec ça, c'est que c'est trop. Ils mettent trop ça pour faire de l'action facile, vous voyez, pour faire des épisodes, pour faire du remplissage, pour faire voilà. Je sens que c'est vraiment du remplissage et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée à l'histoire. Pour moi, ces histoires de créatures, c'est, comment dire, ça parasite l'histoire principale, le fil rouge. On perd de vue ce qui est vraiment important, quoi. Genre, ok, les créatures c'est cool, ok, les monstres c'est cool et tout, mais si ça sert si ça ne sert pas le propos, l'histoire principale, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt, faut pas les mettre. On s'en fout. Ça sert à rien, tu les mettrais pas, ce serait la même chose. Limite, on perdrait moins de temps, mais c'est tout. Ah oui, autre absurdité que j'ai notée, pourquoi Echo ne s'est jamais dit tiens, j'ai perdu ma main, pourquoi je vais pas me mettre une main robotique comme Dark Vador, comme Luke Skywalker. Bref, dans Star Wars, c'est monnaie courante, tu perds une main, on te met une main robotique à la place. C'est pas, ça devrait pas être, ça va pas être si inaccessible que ça. Et on sait pas pourquoi Echo, ils ont juste mis un putain de tournevis à la place de la main. Ça j'ai pas trop compris. Genre ok, il peut se connecter en USB, déverrouiller des portes comme R2D2, mais genre il pouvait pas voir ce truc genre à un autre endroit à l'extérieur, je sais pas, un truc portatif, je sais pas, vous savez, un Pip-Boy dans Fallout, ils ont un truc qui gêne pas quoi. Là, le mec il se bat H24 avec un tournevis à la place de la main. Je sais pas ce qu'il fait avec. Genre le mec, je sais pas, il a jamais besoin de ses deux mains. C'est lui pas venu à l'idée de se mettre une vraie main. Je sais pas. Ça, je vois pas trop d'autres explications que de faire oh regardez, le pauvre il est handicapé. Bon. Ok d'accord, et après alors ok, c'est très bien de mettre en avant les handicapés, mais si vous voulez aider vraiment les handicapés, mettez-lui une vraie main, une vraie prothèse, je sais pas. Ça me paraît logique quoi. Et dernier point négatif, apparition de Ventress beaucoup trop courte. Heureusement, comme j'ai dit, sûrement le meilleur personnage de cette saison, mais elle apparaît qu'un seul épisode, donc pas ouf. Il y aurait tellement eu plus à faire, mais franchement, la faire revenir comme ça alors qu'elle était censée être morte, pour finalement ne rien en faire, je vois pas trop l'intérêt. Elle aide pas vraiment les héros, elle leur donne juste une info. Elle apprend à Omega qu'elle est pas vraiment sensible à la force, ou qu'elle a pas ce qu'il faut pour devenir Jedi, même si elle a apparemment des midi-chloriens dans son sang. On apprend plus tard que c'est pas vraiment les midi-chloriens qu'elle a, mais un gène spécifique qui permet de cloner les midi-chloriens. C'est assez compliqué, mais c'est à peu près logique, ça tient à peu près debout, bref. Et oui, voilà, aucune explication à comment Asajj Ventress a survécu, alors que le roman Sombre Apprenti nous disait qu'elle était morte. Elle était morte carrément dans les bras de Queen Lanvos, qu'il a enterré et tout. Finalement, pour nous dire qu'elle n'est pas morte, j'ai pas compris. J'ai pas compris, aucune explication là-dessus. Va falloir s'expliquer Disney, parce que là ça va pas. Ça va pas du tout. Alors j'ai envie de dire heureusement qu'elle est vivante, hein, parce que ça m'a fait chier qu'elle meure. Faut être cohérent quoi, faut être logique au bout d'un moment. Ils l'ont vraiment balancé en mode ah oui au fait elle est vivante.
Bon, les explications on verra plus tard, hein, on s'en fout, c'est... Oh, on verra plus tard, hein. Ça c'est ce que j'appelle de la paresse scénaristique. Et franchement si c'est pour nous donner une explication dans une autre série ou un autre film qui sortira plus tard, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Faudra leur dire un jour qu'ils fassent ces choses dans l'ordre. Et du coup, aucune nouvelle de Queen Lavos évidemment. Qu'est-ce qu'il devient lui on s'en fout, aucune nouvelle. Tu ramènes Ventress, faut aussi ramener Queen Lavos au bout d'un moment. Tu raisis carrément, hein, parce que sinon je vois pas intérêt. Bref, voilà, c'était mon avis sur la saison 3, la saison finale de The Bad Batch. Enfin, j'espère ne pas avoir été trop salé avec cette série, mais je veux dire que c'était une série avec des hauts et des bas, mais est-ce que cette saison finale m'a déçu? Non. Honnêtement, m'a plutôt plu, hein, elle était pas mal. Elle était pas extraordinaire non plus, mais ça va, elle était regardable. Est-ce que ça vaut un abonnement Disney+? Non. Enfin, moi personnellement, je paierais pas un abonnement Disney+, pour cette série. Alors il faudra voir peut-être avec la série Acolyte, si elle est vraiment bien, à ce moment-là je prendrai un abonnement, mais sinon pour l'instant, je m'attendais à mieux. Mais pour une série animée de ce niveau, il fallait pas vraiment s'attendre à mieux de toute façon. Ça reste une série pour enfants, et elle était pas mauvaise, hein, franchement. Elle aurait pu être mieux, mais elle était pas mauvaise. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette série dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, lâchez un like. Abonnez-vous à la chaîne, pourquoi pas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao! Negative.